Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Défendez votre épargne. Georges Bilan. Défendez votre épargne. Notions financières élémentaires pour une gestion avisée de votre patrimoine. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 019. EAN 9 782 296 560 109. Introduction. S'adapter au changement. Nous sommes clairement aujourd'hui dans une période charnière. Après 30 années de baisse des taux longs, situation exceptionnelle pour la rémunération de l'épargne, de nouvelles interrogations sont apparues depuis 2009. Comment les gouvernements, banques centrales et autorités monétaires parviendront-ils à contenir les déficits provoqués par l'explosion des dettes devenues publiques, dans un contexte de croissance anémique pour nombre de pays? Les réponses apportées, rigueur budgétaire et création monétaire principalement, sont-elles les bonnes solutions ou ne font-elles que déplacer le problème une nouvelle fois? La situation en 2011. Les dettes des pays ont crevé tous les plafonds, la planche à billets, symbole des années d'avant-guerre, a repris du service, l'inflation pointe son nez. Enfin, les pays émergents sont entrés dans une phase de maturité économique et financière qui les place en situation de compétiteurs à part entière. Au plan de l'investissement, le prix de l'immobilier donne le vertige, les actions confortent leur image de placement à haut risque, les obligations redécouvrent la volatilité, source de fragilité pour les bons vieux contrats d'assurance vie. Arrêtons-nous un instant sur cette fameuse dette, ci-après, le graphe de son évolution en France depuis 1978, source INSEE. À la fin du deuxième trimestre 2011, elle atteint 86,2% du PIB pour un montant de 1 693 milliards d'euros. Le montant du service de la dette, soit 49 MDS, prévision 2012, source Agence France Trésor www.aft.gouv.fr, devient l'un des premiers postes du budget, avec celui de l'Éducation nationale, 61 MDS, et celui de la Défense, 39 MDS. La gestion de cette dette ne serait pas un souci avec une croissance forte, génératrice de rentrées fiscales abondantes. Or nous en sommes loin, c'est plutôt la récession qui se dessine à nouveau pour 2012. Voici l'évolution du taux de croissance en France depuis 1970. Source OCDE. Ce ralentissement de la croissance s'accompagne mécaniquement d'une hausse du taux de chômage. Voici celui de la France depuis 1975, source INSEE. Comment gérer son épargne dans ce contexte où les incertitudes ne cessent de croître? Comment se faire sa propre opinion dans un environnement où les pressions commerciales, explicites ou insidieuses, mais aussi les enjeux politiques, trahissent la réalité, soit par optimisme béat, tout va bien madame la marquise, ne changeons rien, soit pour vous faire miroiter des solutions miracles, lesquelles bien entendu n'existent pas? Il est établi que la performance est toujours liée au risque pris. Comprendre comment fonctionnent les marchés monétaires, obligataires, actions ou immobiliers, c'est déjà mieux appréhender les potentiels de pertes et de gains. Dès que l'on a une relation à l'argent, que ce soit par des emprunts ou la possession d'un capital aussi minime soit-il, on opère des choix volontairement ou involontairement. Si mon emprunt est à taux fixe, vive l'inflation. Si j'ai choisi de planquer mes billets sous mon matelas, vive la déflation Q. Ainsi, toute décision de placement conduit à opter pour l'un des marchés monétaires, obligataires, actions ou immobiliers, ces 4 marchés drainant la quasi-totalité de l'épargne des ménages. À noter que le placement en assurance vie, placement préféré des Français, mais aussi de ceux qui les vendent, est principalement lié au marché obligataire pour la part investie sur le fonds général, ou fonds en euros. Ce sujet est abordé fiche 13. Bien sûr, il existe d'autres marchés comme le foncier, les matières premières, les œuvres d'art. Cependant, leur spécificité les positionne plutôt sur le terrain professionnel, matières premières, foncier, ou de passion, compétences personnelles, œuvres d'art.
Il est d'ailleurs déconseillé pour un particulier étranger à ces milieux de s'y aventurer, sinon il pourrait bien être le monsieur Jourdain de l'affaire. Petite parenthèse sur l'or. Le marché de l'or a un statut à part, c'est la valeur refuge par excellence. Le cours de cette matière première peut se maintenir pendant de nombreuses années dans une douce somnolence au rythme des mariages indiens et des déstockages ou restockages des banques nationales, puis se réveiller brutalement au son du canon, voir graphique page suivante. L'engouement pour cet actif connaît alors des poussées de fièvre, où les sommets visés sont à la mesure des cataclysmes attendus. Comme sur le marché des actions, 26, l'effet moutonnier, les mouvements acheteurs s'amplifient avec la hausse et engendrent autant de déceptions lorsque la fièvre commence à retomber. Cet investissement stérile, il ne produit aucun revenu, correspond à une stratégie de diversification à mettre en place progressivement. L'or physique reste la dernière monnaie d'échange quand les monnaies nationales sont devenues des monnaies de singe. Souhaitons ne pas connaître cette extrémité. Cours de l'once d'or fin en dollars depuis 1970, source CNUSED. Les principaux marchés que nous allons développer. Les marchés monétaires et obligataires sont au centre de la gestion de votre patrimoine. Lorsque vous vous rendez à la banque pour placer votre argent, celle-ci va fixer la rémunération de vos dépôts selon les conditions qu'elle-même obtiendra sur le marché monétaire. Lorsque vous empruntez pour financer un achat immobilier, l'option que vous choisissez, taux fixe ou taux variable, vous lie tantôt au marché obligataire, tantôt au marché monétaire. De la même manière, lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance vie auprès d'une compagnie et que vous choisissez le support en euros, ou fonds général, cette compagnie va gérer son engagement envers vous par la souscription, entre autres, d'emprunts d'État sur le marché obligataire. Le marché des actions se caractérise par cette impression d'un univers déconnecté de toute réalité quotidienne. Pour ne prendre que 2 exemples, c'est le cours d'entreprise qui bondit le jour d'annonce de licenciement, ce qui est amoral diront certains, c'est aussi des opérateurs qui achètent et vendent des valeurs dans la journée, alors que ces mêmes valeurs étaient restées 40 ans dans le patrimoine de nos grands-parents. Quant au marché immobilier, le mieux connu et le plus rassurant pour les particuliers, il convient de ne pas perdre de vue que si cet investissement est source de satisfaction lorsque la conjoncture s'y prête, il peut être aussi source de désastre. La fameuse crise des subprimes, 3, dont nous payons encore les pots cassés, a ruiné des millions de ménages américains au travers de l'acquisition de leur résidence principale. Ce guide ne vous donnera malheureusement pas la formule universelle. Par contre, il se propose de remettre en perspective les différents supports de placement et d'investissement, de les replacer dans leur contexte d'origine trop souvent oublié au gré d'habillages marketing plus ou moins trompeurs. Si ce document vous aide à mieux comprendre les rouages, choses-trappes et opportunités de notre environnement financier, à être plus à l'aise dans la lecture de documents financiers ou lors d'entretiens avec des professionnels du placement, alors votre épargne sera mieux défendue et cet exercice de synthèse aura atteint son objectif pédagogique. NB, les chiffres entre parenthèses renvoient vers les fiches correspondantes. Le marché monétaire et les placements à court terme. 1. Définition du marché monétaire, au cœur de la stratégie économique des pays. Les acteurs. Le marché monétaire se compose de 2 secteurs. L'un est réservé aux professionnels de la banque, ce compartiment est désigné sous le nom de marché interbancaire. Les acteurs principaux sont X les banques centrales, la Banque centrale européenne, BCE, X la Banque fédérale américaine pour les États-Unis, Fed, X les banques nationales telles que la Banque de France, X mais aussi les banques commerciales, compagnies d'assurance. L'autre est ouvert à l'ensemble des agents économiques. Ce secteur est appelé marché des titres de créances négociables. En plus des acteurs financiers, on y trouve principalement les grandes entreprises. NB, nous constatons que les États ne sont pas partie prenante sur le marché monétaire. Parmi les solutions évoquées face à la crise de la dette, l'accès direct des États à un financement par les banques centrales éviterait les effets nocifs de la spéculation sur les dettes publiques. Ce changement provoquerait une profonde révolution du système financier. Ce qu'ils y font. Ceux qui sont excédentaires en trésorerie placent leurs avoirs auprès de ceux qui sont emprunteurs.
Ces opérations portent sur des durées courtes, de 1 jour à 24 mois. Les conditions de base de ces financements à court terme sont fixées mensuellement par les banques centrales. Ensuite, chaque acteur va fixer ses propres conditions selon la qualité de signature de l'emprunteur, son niveau de risque, ou à des fins commerciales. Le marché interbancaire a été l'un des éléments clés des conséquences de la crise des subprimes, fiche 3. Fin 2008, les banques avaient des difficultés à évaluer les montants de leurs dettes pourries au sein de leur bilan, elles ont engendré de la méfiance. C'est pourquoi elles ont rencontré des difficultés à se refinancer sur le marché monétaire, c'est-à-dire à obtenir des ressources en contrepartie des crédits accordés. Cette situation entraîne mécaniquement un ralentissement des financements à l'économie et provoque rapidement une récession si les pouvoirs publics ne réagissent pas. C'est pourquoi les gouvernements ont dû temporairement financer les banques en 2009. C'est le 15 septembre 2008 que la banque américaine Lehman Brothers a fait faillite. Cette banque d'investissement multinationale proposait des services financiers diversifiés. Elle fit faillite suite à la crise financière mondiale, mais aussi à cause d'un rapport de la justice américaine qui révélait que depuis 2007, la banque masquait son endettement. Le fait que le gouvernement américain ait lâché cette banque au cœur de la tourmente a été facteur d'inquiétude supplémentaire dans le public. À qui le tour après Lehman Brothers? Fin 2011. Après une courte accalmie en 2010 qui a permis de constater l'extraordinaire capacité de rebond du secteur bancaire, les banques concentrent à nouveau les inquiétudes, celles-ci étant en première ligne en cas de faillite d'État. Cette situation de dégradation financière des États risque d'engendrer un effet procyclique, propre au système bancaire, le credit crunch. Plus l'économie va mal, plus les banques ont besoin de fonds propres pour couvrir leurs actifs et moins elles sont prêteuses. Ce qui accentue le ralentissement de l'économie. À noter que ces périodes de tension sur le marché interbancaire peuvent se révéler bénéfiques à l'épargnant, les banques commerciales préférant drainer l'épargne de leurs clients plutôt que de s'adresser à ce marché. Pour cela, elles proposent des conditions attractives de rémunération au dépôt des particuliers et des entreprises, sous forme de comptes à terme ou livrets d'épargne à des taux promotionnels. En matière d'emprunt, particuliers et professionnels sont sensibles aux variations des taux monétaires lorsque leurs prêts à taux variables sont indexés sur l'EONIA ou l'Euribor. L'EONIA, Euro Overnight Index Average, est le taux de rémunération des dépôts interbancaires du jour. L'Euribor, Euro Interbank Offered Rate, est le taux interbancaire offert entre les banques de meilleure signature dans la zone euro. Nous reviendrons sur les prêts à taux variables dans la fiche consacrée aux emprunts, 31. 2. Le rôle déterminant des banques centrales, l'arme financière au service de l'économie. Par l'intermédiaire du marché monétaire, les banques centrales pilotent l'économie sous l'angle financier. Chaque mois, chaque banque centrale tient une réunion portant sur l'analyse de la conjoncture, le taux de croissance, l'inflation et les principaux indicateurs de sa zone géographique. À l'issue de cette réunion, le communiqué final du gouverneur de la Banque centrale tient lieu de baromètre officiel de la santé de l'économie, très attendu par les milieux financiers. Ce communiqué est suivi de décisions concernant l'évolution des taux directeurs. En baissant les taux d'intérêt, les banques centrales permettent aux entreprises de bénéficier de financements à moindre coût, ce qui allège d'autant leurs frais financiers. Il s'agit d'une politique dite accommodante, de soutien à la croissance. En relevant les taux d'intérêt, les banques centrales cherchent principalement à réduire les tensions inflationnistes, signe de surchauffe. L'augmentation des taux de financement réduit mécaniquement les capacités d'investissement des entreprises et conduit à un ralentissement de l'activité. Il s'agit alors d'une politique restrictive. À noter que la BCE, Banque centrale européenne, et la Fed, Banque centrale américaine, ont des missions légèrement différentes. La BCE a pour mission principale de contenir l'inflation à un niveau voisin de 2%, considéré comme optimum. La Fed considère plutôt la croissance comme premier objectif, ceci afin de maximiser l'emploi. La situation actuelle est totalement inédite pour les gouverneurs des banques centrales. Les taux directeurs sont au plus bas, alors que la croissance ne redémarre pas. C'est pourquoi, les banques centrales ne pouvant plus agir sur les taux, CF graphique ci-dessous, leur ultime recours reste la création pure et simple de monnaie ou planche à billets,
ou pour les pays anglo-saxons, le quantitative easing, QE. Cette technique par laquelle la Banque centrale souscrit aux émissions d'emprunts des gouvernements sans bénéficier en contrepartie de recettes ou dépôts équivalents, aboutit nécessairement à un accroissement de la masse monétaire, privilège royal d'antan qui permettait de financer les guerres. Cette solution ne peut être que ponctuelle, sur de courtes périodes. Dans le cas contraire, cette pratique provoque une perte de valeur de la monnaie, hausse des prix des actifs, pression sociale pour l'augmentation des salaires, inflation. 3. Retour sur la crise démarrée en 2007 ou comment les solutions apportées à une crise génèrent les ingrédients de la suivante. Taux directeur du marché monétaire dans la zone euro, de 1999 à 2011, source, Euribor-rate.eu. De 1999 à 2001, une forte amélioration de la croissance, avec en France un taux qui rejoignait les 4% en 2000, voir graphique en introduction, a permis à la BCE de relever progressivement ses taux directeurs de 2,5 à 4,75%. Ces années ont vu se développer une bulle spéculative autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Souvenons-nous du vent de folie qui a accompagné l'ouverture du capital en bourse de jeunes sociétés informatiques, où la moindre idée se vendait une fortune, ainsi que du surendettement où se sont engouffrées des sociétés plus anciennes afin d'être en première ligne d'un nouveau monde basé sur l'économie virtuelle. C'est l'époque où le CAC 40 est passé en 4 ans, 1996 à 2000, de 2000 à près de 7000 points, niveau qui laisse encore rêveur 12 ans plus tard. Le retour à la réalité d'un monde qui n'était pas encore prêt à l'économie virtuelle provoqua une crise boursière sans précédent. La chute du CAC 40 fut de 22% en 2001 puis de 34% en 2002. Il repassait alors sous les 3000 points. Toutes les sociétés du secteur technologie médias télécommunications, TMT aussi appelé TNT, subissaient des pertes énormes, directement ou par le jeu de leur participation. À elles seules, les actions du secteur nouvelles technologies voyaient fondre 90% de leur valeur. Dans ce contexte, les actifs se réduisaient comme peau de chagrin alors que les dettes, elles, étaient encore bien là. Tout cela provoqua un fort ralentissement de la croissance. Elle repassait sous les 2% en France, ce qui obligea les banques centrales à adopter une politique accommodante et à ramener leur taux vers 2% pour la BCE et vers 1% pour la Fed. Pendant ce temps-là, le prix de l'immobilier continuait de progresser régulièrement. Une crise chasse l'autre. Le décor était planté pour l'avènement d'excès puis défaut de paiement autour de ces fameux crédits hypothécaires américains ou subprimes. 2003 à 2007, les ingrédients d'une crise en devenir. Des banques en recherche de financement à des taux juteux. Des agents immobiliers qui garantissent des plus-values futures à coup sûr. De très nombreux ménages américains, de conditions modestes, qui ne rêvent que d'une chose, devenir propriétaires. Des taux bas qui permettent aux 3 acteurs précédents de trouver un terrain d'entente. C'est ainsi que des millions de ménages empruntaient sur 25 ou 30 ans, à taux variable, en étant certains de pouvoir revendre 5 ou 10 ans plus tard avec plus-value, selon les dires du vendeur, et enclencher ainsi un enrichissement idéal. Mais alors qu'est-ce qui a grippé cette belle machine, cantonnée aux USA, où tout le monde y trouvait son compte? C'est oublier un peu vite l'interdépendance des économies. Ici les nuages sont venus des matières premières, soumises à la pression consumériste des pays émergents. Après être resté très longtemps aux environs de $20 le baril, le prix du pétrole s'est mis à décoller pour atteindre $40 en 2005, plus 100%, puis 60 en 2006 et dépasser les $120 en 2007. Dans le même temps, toutes les matières premières suivaient le même mouvement dans des proportions différentes selon qui les agissaient de ressources minières épuisables comme le pétrole ou recyclables, les métaux. Bien sûr, la spéculation amplifiait ces mouvements haussiers. Evolution du prix du baril de pétrole en dollars, source CNUSED. Qui dit hausse des matières premières, dit hausse des coûts de production et crainte à terme d'un démarrage de l'inflation. Or, l'inflation est un phénomène redouté par les gouvernants dans la mesure où la naissance d'une spirale inflationniste, hausse des coûts de production, hausse des prix, revendications salariales, hausse des salaires, a tendance à s'auto-alimenter et devient rapidement incontrôlable. C'est par crainte de ce phénomène, et dans un contexte de croissance soutenue, elle dépassait les 5% aux États-Unis,
que la Fed a progressivement remonté ses taux directeurs à partir de 2005. Cette hausse a eu un effet induit non anticipé, à savoir le renchérissement des dettes de nos modestes propriétaires américains dont les revenus ne permettaient pas d'absorber ce surcoût. C'est ainsi que progressivement ils mirent en vente leurs logements, provoquant un effondrement des prix et entraînant une population de plus en plus nombreuse dans cet effet boule de neige. Il s'avéra alors que les banques, aveuglées par les rendements alléchants et par la titrisation des dettes, portefeuille de titres de dette où la nature de chaque dette n'est plus visible, n'étaient pas capables d'évaluer l'impact de ces créances. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.